October 24th, 1942 in the morning. Guadalcanal. Sergeant John Basiloni is kneeling in the mud behind a Browning M 1917 machine gun. The barrel is so hot he can smell the oil burning off the metal. His hands are blistered. His uniform is soaked with rain and sweat and something darker. He has not slept in 36 hours. He has not eaten in longer than that. Through the darkness he can hear them coming again. The sound starts low, a rustle in the elephant grass, a snap of vegetation, and then the screaming begins. Banzai, banzai. 3,000 Japanese soldiers from the Sendai division are charging straight at his position. They are running over the bodies of their comrades who charged an hour ago. They are running over the bodies of the men who charged at midnight. They are climbing over their own dead, like they are stepping stones across a river. Basilone presses the trigger. The gun chatters. Red tracers slice through the rain. Men drop. More men take their place. Somewhere behind the Japanese lines, Lieutenant General Harukichi Hayakutake is listening to the gunfire and waiting for the message that will announce the capture of Henderson Field. He has been promised that this attack will succeed. He has 15,000 soldiers on Guadalcanal. He has artillery. He has tanks. He has the full backing of the Imperial Japanese Navy. He has Admiral Isoroku Yamamoto himself, coordinating a massive fleet operation to support this ground assault. And he has the most important advantage of all. The Americans, everyone in Tokyo agrees, are soft. They are weak. They do not know how to fight. They have no stomach for the kind of brutal close-quarters combat that is the specialty of the Japanese soldier. Hayakutake is certain that by sunrise the American flag over Henderson Field will be replaced by the rising sun. He is wrong. In the next 72 hours, the attack on Henderson Field will become one of the most lopsided defeats in the history of the Pacific War. The Sendai Division, one of Japan's most experienced combat units, will be virtually annihilated. Bodies will stack so deep in the barbed wire that bulldozers will be required to bury them. The kill ratio will be so extreme that analysts in Washington will initially refuse to believe the reports. The Japanese are walking into a meat grinder that has been calibrated with the precision of a Swiss watch, and they do not even know it. To understand why the attack on Henderson Field was such a catastrophic mistake, you have to understand what that airfield meant. You have to understand why both sides were willing to throw everything they had at a single dirt runway carved out of the jungle on an island that most Americans had never heard of. Henderson Field was not just an airfield. It was the key to the entire South Pacific. When the Japanese looked at a map in the summer of 1942, they saw an empire that stretched from the home islands to the Dutch East Indies, from Burma to the Marshall Islands. They had conquered more territory in 6 months than any military force in history. They had humiliated the British at Singapore. They had driven the Americans out of the Philippines. They had destroyed the Pacific Fleet at Pearl Harbor. But there was a problem. The Japanese war machine ran on oil, and the oil fields they had captured in the Dutch East Indies were thousands of miles from Japan. The tankers carrying that oil had to sail through waters that were increasingly vulnerable to American attack. The Japanese needed to push their defensive perimeter farther south. They needed to cut the supply lines between the United States and Australia. They needed to threaten the last major Allied base in the region, and to do that, they needed Guadalcanal. The island sits at the southern end of the Solomon Islands chain, a lush, green nightmare of jungle, mountains, and disease. In May of 1942, Japanese construction crews began building an airfield on the northern coastal plain. They worked around the clock. They cleared the kunai grass. They laid down coral and gravel. They imported heavy equipment from Rabaul. By early August, the runway was almost complete. If that airfield became operational, Japanese bombers could reach Australia. Japanese fighters could intercept any Allied ship trying to resupply the South Pacific. The entire strategic balance of the war would shift. The Americans could not let that happen. On August 7th, 1942, 11,000 Marines of the 1st Marine Division splashed ashore on Guadalcanal in the first American amphibious assault since the Spanish-American War. They caught the Japanese completely by surprise. The construction crews fled into the jungle. The Marines captured the half-finished airfield within 36 hours. They renamed it Henderson Field after Major Lofton Henderson, a Marine aviator killed at the Battle of Midway 2 months earlier. And then the real fighting began.
The Japanese could not accept the loss of Guadalcanal. It was not just a strategic setback, it was an embarrassment. The Americans, who were supposed to be weak and decadent, had actually gone on the offensive. They had actually attacked. Admiral Yamamoto understood immediately what this meant. He had spent years in America as a naval attaché. He had seen the automobile factories in Detroit. He had watched the shipyards on the West Coast. He knew that if the Americans were given time to build up their strength, Japan would be overwhelmed by sheer industrial might. The Americans had to be stopped at Guadalcanal. They had to be thrown back into the sea. The airfield had to be recaptured before the tide of war turned against Japan forever. And so began a desperate, months-long struggle for control of a single dirt runway in the middle of nowhere. The first Japanese counterattack came just 2 weeks after the American landing. Colonel Konao Ichiki led 900 men of the Ichiki detachment in a night assault across the Tanara River on August 21st. The Japanese believed they would sweep the Marines aside. The Marines were waiting with machine guns and artillery. The Battle of the Tenaru lasted less than 12 hours. More than 800 Japanese soldiers were killed. Only a handful surrendered. The rest fought until they were dead. Colonel Ichiki burned his regimental colors to prevent their capture. Then he shot himself. The Americans thought the battle was a clear victory. The Japanese thought it was a temporary setback. Neither side understood yet what Guadalcanal would become. The second counterattack came in September at a place the Marines would call Bloody Ridge. Major General Kiyotake Kawaguchi led 3,100 men through the jungle in an attempt to take Henderson Field from the south. It was a brilliant plan on paper. The Japanese would avoid the Marine defenses on the coast and strike at the airfield's vulnerable rear. But the jungle was worse than anyone expected. It took Kawaguchi's men 4 days to cover 8 miles. They arrived exhausted, dehydrated, and disorganized. Their radios were dead. Their coordination was non-existent. Lieutenant Colonel Merritt Edson's 1st Marine Raider Battalion was waiting for them on the ridge. For 2 nights, the Japanese threw themselves at the Marine lines. For 2 nights, the Marines held. When it was over, more than 1,000 Japanese soldiers were dead. The ridge was renamed Edson's Ridge in honor of the commander who held it, but the Japanese were not done. In Tokyo, the Imperial General Staff was growing impatient. 2 attacks had failed. The Americans were still holding Henderson Field. Something had to change. The decision was made to send an entire division. The 2nd Infantry Division, also known as the Sendai Division, was one of the most prestigious units in the Japanese army. Its soldiers were recruited primarily from Miyagi Prefecture in northern Japan, men known for their endurance and discipline. The division had fought in Manchuria. It had participated in the conquest of Java. It was considered an elite formation. In early October, the Tokyo Express began delivering the Sendai Division to Guadalcanal. The Tokyo Express was the nickname the Marines gave to the Japanese destroyers that ran down the slot every night, bringing reinforcements and supplies under cover of darkness. The destroyers were too fast for the American patrol boats to catch. They unloaded their cargo, shelled the Marine positions, and were gone before dawn. Night after night, the destroyers came. By mid-October, more than 15,000 Japanese soldiers were on Guadalcanal. Artillery pieces were dragged through the jungle. Tanks were landed on the beaches. Ammunition dumps were established in hidden positions. Lieutenant General Harukichi Hyakutake, commander of the 17th Army, arrived personally to take charge of the offensive. This would not be another piecemeal attack. This would be a coordinated assault from multiple directions, supported by naval bombardment and airstrikes. Hyakutake set the attack for October 22nd. But first, the Japanese Navy had a surprise for Henderson Field. The bombardment began at dawn on October 14th. 2 Japanese battleships, Kongo and Haruna, approached Guadalcanal under cover of darkness. They were escorted by a light cruiser and 9 destroyers. Their mission was simple: destroy Henderson Field. The battleships opened fire with their 14-inch guns. Each shell weighed more than 1,400 pounds. Each explosion could be heard for miles. For 83 minutes, the bombardment continued. 973 shells slammed into the Lunga perimeter. Most of them landed in and around the airfield. The Marines had never experienced anything like it. Pharmacist's mate, First Class Luis Ortega, was in a pillbox when the first shells hit. He would later describe it this way:
A whistling noise, and then boom. What the hell was that? And then another one. For the next 4 hours, we were bombarded. Let me tell you something. You can get a dozen air raids a day, but they come and they are gone. But when these battleship guns start lobbing shells into you, they come one after another. By the time the Japanese ships withdrew, Henderson Field was in ruins. Both runways were cratered. 48 of the 90 aircraft on the field were destroyed. Almost all of the aviation fuel had been burned. 41 men were dead, including 6 pilots. The Cactus Air Force, the only collection of Marine, Navy, and Army aircraft that defended Guadalcanal, had been nearly wiped out. The Marines called it simply the bombardment. It was the worst naval shelling American forces have ever endured, and it was only the beginning. In the days that followed, Japanese cruisers returned to shell the field again. Air raids came every day. The Tokyo Express delivered more troops every night. Everything was building toward the ground assault that would recapture the airfield and drive the Americans into the sea. Hyakutake finalized his plan. The main attack would come from the south. Major General Maso Maruyama would lead 7,200 men of the Sendai Division through the jungle to strike at the airfield's rear. It was essentially the same approach Kawaguchi had tried in September, but with more than twice as many troops. A secondary attack would come from the west. Colonel Namas Nakaguma would lead 3 battalions and 9 tanks across the Matanika River to hit the marine flank. A third force under Colonel Akinosuke Oka would attack from the southwest. The 3 forces would strike simultaneously. The Americans would be overwhelmed from multiple directions. Henderson Field would fall. The time of the decisive battle between Japan and the United States has come. Hyakutake announced on October 22nd that this attack would determine the fate of the war. He set the assault for the night of October 23rd, but the jungle had other plans. The route Maruyama chose, through the interior of Guadalcanal, looked reasonable on a map. It was only about 15 miles from the assembly area to the American lines. In normal terrain, that would be a single day's march, but Guadalcanal was not normal terrain. The jungle was so thick that in places you could not see 10 feet ahead. The ground was a tangle of roots, vines, and rotting vegetation. Every step sank into mud. The hills were steep and slippery with rain. The heat was suffocating. The humidity approached 100% and it was raining. It rained every day on Guadalcanal. Maruyama's men hacked their way forward inch by inch. They dragged their artillery pieces behind them using ropes because the guns were too heavy for the terrain. They carried their ammunition on their backs because there were no mules. They drank from stagnant pools because there was no clean water. Men collapsed from heat exhaustion. Men fell behind and were left in the jungle. Radios failed in the humidity. Units became separated. Officers lost contact with their men. By the afternoon of October 23rd, Maruyama's force was nowhere near the American lines. The attack would have to be postponed for 24 hours, but the message never reached Nakaguma's force at the Matanika. At dusk on October the 23rd, right on schedule, Nakaguma launched his attack. 9 Japanese tanks charged across the sandbar at the mouth of the Matanika River. Behind them came 2 infantry battalions, bayonets fixed, screaming Banzai. The Marines were ready. 37mm anti-tank guns opened fire at point-blank range. The first tank was hit before it reached the far bank. The second tank burst into flames. One by one, all 9 tanks were destroyed. The crews that tried to escape were cut down by machine gun fire. Behind the burning tanks, the infantry was caught in the open. 40 Marine howitzers opened fire. 6,000 shells fell on the Japanese positions in less than an hour. The Matanika River ran red with blood. By midnight, the attack was over. 600 Japanese soldiers were dead. The Marines had suffered fewer than 50 casualties. Nakaguma's diversionary attack had accomplished nothing, except to alert the Americans that something big was coming. The next night, October 24th, Maruyama finally reached the American lines. His men had spent 2 full days struggling through the jungle. They were exhausted. They were dehydrated. Many had thrown away equipment to lighten their loads. Their carefully coordinated attack had degenerated into a chaotic stumble through the darkness. But Maruyama still had 7,000 soldiers, and he was facing a single American battalion. Lieutenant Colonel Louis B. Puller,
known to his men as Chesty, commanded the 1st Battalion of the 7th Marine Regiment. His sector stretched for more than 2,000 yards along a series of ridges south of Henderson Field. It was a frontage normally defended by an entire regiment. Puller had about 1,000 men. On the night of October 24th, a Marine listening post reported movement in the jungle. Sergeant Ralph Briggs was on the field telephone. Colonel, there is about 3,000 Japs between you and me. Puller asked if he was certain. Positif, répondit Briggs. Ils ont été tout autour de nous en chantant et en fumant des cigarettes, se dirigeant vers vous. Puller raccrocha le téléphone. Il regarda ses officiers. « Laissez-les venir, dit-il. » Le matin, la première vague frappa. Les Japonais émergèrent de la jungle en criant. Ils chargèrent droit sur les lignes des Marines, escaladant les barbelés, lançant des grenades, tirant depuis la hanche. Le bruit était assourdissant. Coups de fusil, explosions, crépitement des mitrailleuses et par-dessus tout, les cris. Les Marines s'ouvrirent le feu. Sur le côté droit de la ligne, une section de mitrailleuses commandée par le sergent John Basilone était positionnée à un point d'étranglement critique. Si les Japonais perçaient en là, ils auraient un chemin dégagé vers l'aérodrome. Les Japonais fonçaient sur les mitrailleuses de Basilone par vague. La première vague fut abattue à 50 mètres. La deuxième vague s'approcha davantage. La troisième vague atteignit les barbelés. Les corps s'amoncelaient devant les mitrailleuses. Basilone continuait à tirer. Quand l'une de ses mitrailleuses s'enraya, il la dégagea sous le feu. Quand une autre mitrailleuse fut détruite par une grenade, il traîna une mitrailleuse de rechange en position. Quand ses munitions vinrent à manquer, il se fraya un chemin à travers les soldats japonais pour atteindre le dépôt de ravitaillement et rapporta des bandes de munitions à ses hommes. À un moment donné, il souleva la mitrailleuse de 40 kg et la déplaça vers une nouvelle position, le canon si chaud qu'il brûla à travers ses gants. Pendant des heures, l'assaut continua. Vague après vague, charge après charge. Les Japonais continuaient d'avancer parce qu'on leur avait dit que les Américains craqueraient, on leur avait dit que les Marines étaient faibles. Ils n'étaient pas faibles. À l'aube du 25 octobre, les lignes des Marines étaient toujours intactes. Le sol devant la position de Basilone était couvert de corps. Sa section avait tué tant de soldats japonais qu'ils ne pouvaient pas tous les compter. Quand les Marines comptèrent les morts, plus tard, ce jour-là, ils trouvèrent plus de 1000 cadavres japonais à quelques centaines de mètres du périmètre. À la seule position de Basilone, 38 corps furent comptés dans un seul tas où la mitrailleuse les avait surpris à découvert. Basilone n'avait pas dormi depuis 3 jours. Il n'avait pas mangé. Quand il reposa finalement sa tête contre le bord de son trou de combat, ses hommes comptèrent les munitions. Ils avaient tiré plus de 26 000 cartouches. Pour ses actions cette nuit-là, John Basilone recevrait la médaille d'honneur, le premier marine enrôlé à obtenir cette distinction lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais la bataille n'était pas terminée. Maruyama avait encore des milliers de soldats dans la jungle, et il n'était pas prêt à abandonner. Dans la nuit du 25 octobre, les Japonais attaquèrent à nouveau. Cette fois, ils arrivèrent sur les lignes américaines de plusieurs directions. Des parties de 3 bataillons frappèrent le secteur de Puller. Une autre force attaqua la crête à l'ouest. Une troisième force frappa les positions tenues par les troupes de l'armée du 164e régiment d'infanterie, la première unité de l'armée à voir le combat sur Guadalcanal. Les combats furent encore plus intenses que la nuit précédente. Au poste de commandement de Puller, le colonel était à la radio, coordonnant des missions de tir, pendant que les balles sifflaient au-dessus de sa tête. Quand un officier d'état-major suggéra qu'il se replie, la réponse de Puller devint légendaire. « Nous ne battons pas en retraite. Les Marines ne battent pas en retraite. Nous restons ici et mourrons si nécessaire. » Ils ne moururent pas. Ils tinrent bon. Les soldats de l'armée du 164e, gardes nationaux du Dakota du Nord, furent intégrés petit à petit dans les lignes des Marines tout au long de la nuit. Ils étaient à Guadalcanal depuis moins de 2 semaines. La plupart d'entre eux n'avaient jamais été au combat. Ils avaient peur et étaient dits confus et opéraient dans l'obscurité complète dans des positions inconnues. Ils combattirent quand même. Au matin, le 2e assaut avait échoué. Plus de corps japonais jonchaient la jungle. Plus de blessés japonais rampaient vers leur ligne.
La division Sendai se vidait de son sang contre des défenses qu'elle ne pouvait pas percer. Le 26 octobre, Maruyama ordonna une dernière attaque. C'était un pari désespéré. Ses hommes étaient épuisés. Ses unités étaient brisées. Il avait perdu le contact avec la plupart de ses commandants. Mais Tokyo exigeait des résultats. La marine attendait au large, avec des transports pleins de renforts. L'honneur de l'empereur exigeait que l'attaque continue. L'assaut final vint de nuit, comme toutes les attaques japonaises. La force du colonel Akinosuke Oka, qui avait été retardée encore plus que le corps principal de Maruyama, arriva finalement aux lignes des Marines. 2000 hommes chargèrent les positions tenues par le 2e bataillon du 7e Marines. Les Marines s'étaient battus pendant 3 nuits consécutives. Leurs munitions s'épuisaient, leurs canons étaient usés, leurs mains tremblaient d'épuisement. Ils tinrent bon quand même. L'attaque d'Oka se désintégra dans les barbelés. Les survivants battirent en retraite dans la jungle, laissant des centaines de morts derrière eux. Le matin du 27 octobre, Maruyama admit finalement la défaite. Il ordonna à ses troupes survivantes de se retirer vers l'ouest, loin de Henderson Field, loin du carnage. La bataille était terminée. Les chiffres de Henderson Field étaient stupéfiants. En 3 nuits de combat, les Japonais perdirent entre 2000 et 3000 soldats tués. Le nombre exact était impossible à déterminer car de nombreux corps ne furent jamais récupérés de la jungle. Les Marines et les soldats de l'armée qui défendirent l'aérodrome perdirent moins de 100 hommes. Le ratio de perte était d'au moins 20 contre 1. La division Sendai, qui était arrivée à Guadalcanal comme une unité de combat d'élite, fut effectivement détruite en tant que force combattante. Son commandant, le général de division Nazu, fut tué par des tirs d'artillerie pendant l'attaque de la 2e nuit. Ses couleurs régimentaires furent capturées par les Marines. Plus de la moitié de sa force de combat avait disparu. Quand les équipes d'enterrement sortirent pour compter les corps, elles utilisèrent des bulldozers. Les cadavres étaient empilés si profondément à certains endroits qu'ils devaient être chargés dans des fosses communes, comme du bois de chauffage. La chaleur tropicale causait déjà la décomposition. L'odeur était indescriptible. Quelques jours après la bataille, l'une des équipes d'enterrement compta 1462 corps dans le seul secteur de Puller. Les Japonais étaient entrés dans une zone de massacre parfaitement conçue pour les détruire. Les Marines avaient eu une artillerie que les Japonais ne pouvaient pas égaler. 40 obusiers étaient pointés sur chaque approche de l'aérodrome et ils avaient des munitions illimitées. Chaque fois que les Japonais se rassemblaient pour une attaque, les canons ouvraient le feu. Les Marines avaient des mitrailleuses que les Japonais ne pouvaient pas supprimer. La Browning AIM 1917 pouvait tirer 500 cartouches par minute. Une seule mitrailleuse, bien positionnée, pouvait arrêter un bataillon. Les Marines avaient des barbelés qui canalisaient les assaillants dans des zones de destruction prédéterminées. Les Japonais devaient les escalader ou les couper sous le feu. Dans les 2 cas, ils étaient exposés. Et les Marines avaient autre chose. Ils avaient des hommes comme John Basilone et Chesty Puller qui refusèrent de battre en retraite, qui tenaient leur position pendant 3 nuits d'enfer, qui prouvaient que les Américains pouvaient se battre aussi dur et aussi longtemps que n'importe quel soldat sur Terre. On avait dit aux Japonais que les Américains étaient faibles. Ils apprirent la vérité dans la boue et les barbelés et le sang de Henderson Field. Mais la signification de la bataille s'étendait bien au-delà du nombre de morts. Henderson Field survécut. La force aérienne Cactus, battue et diminuée, continua à opérer depuis la piste criblée de cratères. Quelques jours après le bombardement, les avions décollaient à nouveau. En quelques semaines, l'aérodrome était plus fort que jamais. Et cela signifiait que le plan japonais pour Guadalcanal était terminé. Toute la prémisse de la stratégie japonaise était que Henderson Field pouvait être neutralisé et repris. Sans l'aérodrome aux mains américaines, il n'y aurait pas de force aérienne Cactus. Sans la force aérienne Cactus, les navires japonais pourraient opérer librement autour de Guadalcanal. L'île pourrait être renforcée à volonté. Les Américains pourraient être chassés, mais Henderson Field ne tomberait pas. Le bombardement du cuirassé n'avait pas réussi à le détruire, de façon permanente. L'assaut terrestre n'avait pas réussi à le capturer. Et chaque jour que l'aérodrome restait aux mains américaines, la position japonaise devenait plus précaire.
La force aérienne Cactus contrôlait les heures de jour autour de Guadalcanal. Tout navire japonais qui s'approchait pendant la journée risquait d'être attaqué par des bombardiers en piqué et des avions torpilleurs. L'Express de Tokyo ne pouvait opérer que la nuit et les destroyers ne pouvaient pas transporter assez de ravitaillement pour soutenir une force terrestre majeure. Les soldats japonais à Guadalcanal commencèrent à mourir de faim. Ils appelaient l'île de la famine. Ils faisaient bouillir de l'herbe et la mangeaient. Ils tuaient et mangeaient les chevaux qui avaient été amenés pour transporter l'artillerie. Ils attrapèrent des rats dans la jungle et les faisaient rôtir sur des feux. Le paludisme balaya leurs rangs. La dysenterie tua plus d'hommes que les balles américaines. Chaque nuit, l'Express de Tokyo amenait plus de soldats. Chaque jour, ces soldats consommaient plus de nourriture qui n'arrivait pas. Les mathématiques étaient inexorables. En novembre, les Japonais essayèrent à nouveau de neutraliser Henderson Field. L'amiral Yamamoto envoya 2 autres cuirassés, Yei et Kirishima, pour bombarder l'aérodrome. Mais cette fois, la marine américaine attendait. Dans la brutale bataille navale de Guadalcanal du 12 au 15 novembre, des croiseurs et des cuirassés américains interceptèrent la force japonaise. Les combats furent sauvages et confus, une bagarre dans l'obscurité d'Iron Bottom Sound. Les 2 camps subirent des pertes terribles. Les Américains perdirent 2 croiseurs légers et 7 destroyers. Plus de 1700 marins américains moururent, mais les Japonais perdirent le cuirassé Hiei, coulé par des avions de Henderson Field. Ils perdirent un autre cuirassé, Kirishima, coulé par les canons du cuirassé américain Washington. Ils perdirent la plupart du convoi de transport qui devait renforcer Guadalcanal. Jamais plus la marine japonaise ne tenterait de neutraliser Henderson Field depuis la mer. La bataille pour Guadalcanal se prolongea en décembre et janvier, mais l'issue n'était plus en doute. Les Japonais ne pouvaient pas ravitailler leurs forces, ils ne pouvaient pas renforcer leur position, ils ne pouvaient pas prendre l'offensive. Fin janvier 1943, Tokyo prit la décision d'évacuer. Pendant 3 nuits début février, des destroyers japonais se glissèrent dans le détroit une dernière fois. Mais cette fois, au lieu de livrer des troupes, ils les ramenaient. Plus de 10 000 survivants de la campagne de Guadalcanal furent sauvés de l'île. Ils laissèrent derrière eux plus de 20 000 morts. La victoire américaine à Guadalcanal était complète. Le Japon ne passerait plus jamais à l'offensive dans le Pacifique. À partir de ce moment, il reculerait, se défendrait, battrait en retraite. La marée de la guerre avait tourné, et elle tourna à Henderson Field. L'importance de ce qui s'est passé sur cette piste d'atterrissage boueuse en octobre 1942 ne peut être surestimée. Si les Japonais avaient capturé Henderson Field, tout le cours de la guerre du Pacifique aurait changé. Les Américains auraient été repoussés. L'Australie aurait été menacée. La préparation de la campagne de saut d'île en île aurait été retardée de mois ou d'années. Mais Henderson Field tint bon. Il tint bon grâce à l'artillerie des Marines, qui brisa chaque attaque japonaise avant qu'elle ne puisse prendre de l'élan. Il tint bon grâce aux mitrailleurs, comme John Basilone, qui refusèrent d'abandonner leur position. Il tint bon grâce aux commandants, comme Chestipuler, qui comprenaient que l'aérodrome devait être défendu à tout prix. Quand Basilone reçut la médaille d'honneur en Australie en mai 1943, il dit quelque chose qui capturait l'esprit des hommes qui combattirent à Henderson Field. Seule une partie de cette médaille m'appartient. Des morceaux appartiennent aux gars qui sont encore à Guadalcanal. Il aurait pu rester aux États-Unis. Le corps des Marines lui offrit une commission et un travail de bureau. Il aurait pu passer le reste de la guerre à vendre des bons de guerre et à faire des discours. Il refusa. « Je ne suis pas un officier, dit-il, et je ne suis pas une pièce de musée. Ma place est avec mon unité. » En février 1945, le sergent John Basilone débarqua à Iwo Jima. Le premier jour de l'assaut, alors qu'il menait ses hommes hors de la plage sous un feu nourri, il fut tué par un obus de mortier japonais. Il avait 28 ans. Il reçut la Navy Cross à titre posthume. Il est le seul marine enrôlé à obtenir à la fois la médaille d'honneur et la Navy Cross lors de la Seconde Guerre mondiale. La bataille pour Henderson Field s'est terminée il y a plus de 80 ans. La jungle a repris la majeure partie du champ de bataille. La piste où Basilone combattit est maintenant l'aéroport international Honiara, desservant la capitale des îles Salomon. Les touristes arrivent dans des jets commerciaux et n'ont aucune idée de ce qui s'est passé là. Mais
La leçon de Henderson Field demeure. Les Japonais croyaient qu'ils ne pouvaient pas être arrêtés. Ils croyaient que leur esprit surmonterait les machines américaines. Ils croyaient que leur volonté de mourir briserait la résolution américaine. Ils avaient tort. À Henderson Field, les Américains prouvèrent qu'ils pouvaient égaler le courage japonais avec leur propre courage. Ils prouvèrent que la puissance industrielle et les compétences militaires pouvaient vaincre les attaques de vagues humaines. Ils prouvèrent qu'une position défensive, correctement préparée et obstinément tenue, pouvait détruire une force d'attaque, peu importe sa détermination. La division Sendai apprit cette leçon dans les barbelés au sud de l'aérodrome. Elle l'apprit dans la boue devant les mitrailleuses de Basilone. Elle l'apprit dans les cratères laissés par l'artillerie des Marines. Au moment où elle finit d'apprendre, la plupart de ses membres étaient morts. En 1942, le Japon attaqua Henderson Field des Américains. Ils lancèrent leur meilleure division contre un seul bataillon de Marines. Ils s'attendaient à balayer les Américains et à reprendre l'aérodrome qui menaçait leur empire. Ce fut une énorme erreur et cela leur coûta la